Oui, je vais vous présenter un cas qui présente la situation d'une direction d'une entreprise d'assurance qui décide le regroupement de ses 3 services commerciaux téléphoniques sur un même site dédié. La direction des ressources humaines doit mettre en œuvre ce déménagement de l'équipe parisienne pour rejoindre les autres équipes commerciales sur un site qui est situé en proche banlieue. Et l'action, c'est que les représentants du personnel vont s'y opposer et fait le choix de communiquer à la dernière minute la décision de ce déménagement et les délais qui sont très courts. Évidemment, les élus réagissent aussitôt et vont utiliser tous les moyens à leur disposition pour bloquer et retarder ce déménagement. Ils dénoncent la méthode de la direction des ressources humaines. Il lui prête des intentions telles qu'éloigner du siège des salariés syndiqués qui sont présents dans cette équipe. Il menace de dénoncer un défaut de procédure. Bref, ils finissent par dénoncer le risque psychosocial du déménagement en disant que les salariés vont mal et s'apprêtent à formuler une demande d'expertise. Face à cette situation, par prudence et face à cet argument RPS, risque psychosocial, la DRH décide de nous contacter, donc décide de contacter l'ACT. Alors, si on fait une analyse de la situation, que s'est-il passé? Eh bien, on peut dire qu'à ce stade-là, un conflit oppose les représentants du personnel et la direction. C'est un conflit qui est basé sur une escalade symétrique, c'est-à-dire où il y a une rivalité qui se fonde sur le fait d'être certain de savoir ce qui est bien ou mal pour les salariés. Donc, grosso modo, c'est je sais ce qui est bien pour eux. Dans ce conflit, donc, nous avons d'un côté la direction, de l'autre les représentants du personnel, et la direction dit il faut qu'ils déménagent pour qu'ils soient plus performants, pour pérenniser leurs emplois. Et de l'autre côté, les représentants du personnel qui disent il faut les laisser là parce qu'ils ne vont pas bien aujourd'hui. Donc, on est dans une boucle qui oppose la direction et les représentants du personnel, avec au centre de cette boucle le déménagement, et une boucle qui, dans le temps, conduit la direction à dire oui à ce déménagement et les représentants du personnel à dire non. Et on voit qu'on prend de plus en plus d'effets et le oui, de plus en plus, s'amoindrit. Quel est le piège finalement dans lequel se trouve la direction des ressources humaines quand elle prend contact avec nous? Eh bien, elle a des attentes, évidemment. Les attentes, le déménagement permet de contrôler la performance au moindre coût. Elle a pour cela une stratégie. On ne va pas en faire un objet de discussion. Le déménagement s'impose. Le résultat crée une déception dans le sens où le climat social se rigidifie. On perd, la direction des ressources humaines, la direction en général, perd le contrôle de la situation. Alors, il se justifie, il rationalise, il faut déménager parce que, vous voyez, on rationalise cette décision et dans l'espoir que que ce déménagement puisse avoir lieu, toujours avec la même stratégie, et ça provoque évidemment la désillusion puisque la direction des ressources humaines n'arrive pas à imposer sa décision. Au bout du compte, cette direction des ressources humaines et la direction est dans le doute et dans la crainte que le conflit évidemment dégénère. Alors, quel dispositif d'intervention avons-nous proposé? Ce qu'on appelle un diagnostic opératoire avec la direction. Ce diagnostic opératoire permet de se centrer sur un objectif, dans ce cadre-là, réussir le déménagement, d'évoquer le problème auquel est confrontée cette direction, c'est de subir une alerte sur le risque psychosocial déclaré par les élus,
qui évidemment vont compromettre l'objectif à atteindre, c'est-à-dire le déménagement, avec le risque important d'un mouvement social. Donc, par rapport à cette situation, nous allons proposer une action ciblée qui va être de proposer une cellule d'écoute de problem solving sur la base du volontariat qui va être donc proposé aux salariés. À la suite de ce temps d'écoute, pour ceux qui le souhaitent, nous allons poser une restitution avec la direction qui permettra à ce moment-là d'établir des perspectives quant au contexte dans lequel ils se trouvent à ce moment-là. Alors, que s'est-il passé pendant ce diagnostic opératoire? On a tenté de mobiliser la direction des ressources humaines pour agir différemment. L'idée était qu'elle puisse revoir sa stratégie relationnelle et de constater que, d'une part, elle était dans l'impuissance, il s'agissait qu'elle en sorte, et la direction s'est inscrite dans un mouvement qui consistait à désamorcer l'escalade conflictuelle avec les élus en proposant aux salariés impliqués par le déménagement une action ciblée qui tienne compte des aspects sensibles que déclenche la situation de ce déménagement. L'action ciblée, c'est-à-dire que se passait-il au cours de cette cellule d'écoute de problem solving? L'objectif de ces entretiens était de pouvoir repérer concrètement le danger que pouvait révéler le déménagement chez le salarié qui venait nous consulter. À la suite de ces écoutes, nous avons donc fait une restitution auprès de notre commanditaire et finalement, que pouvait-on dire sur la préoccupation des salariés concernés? Eh bien, les salariés, finalement, ne remettaient pas en cause le déménagement. Par contre, ils étaient las d'être engagés entre deux scénarios, c'est-à-dire se mobiliser pour déménager, puis, avec les actions des élus, se démobiliser, avoir l'espoir d'ailleurs à cette occasion que le déménagement ne se fasse pas, puis de nouveau se remobiliser pour déménager, etc., etc. À force, colère et résignation, évidemment, les gouvernaient. Par ailleurs, ces salariés étaient préoccupés et inquiets de perdre en déménageant la proximité physique. Car pour eux, la préoccupation, ça revenait à prendre le risque de perdre la relation. Donc, il était important de pouvoir trouver ensemble des moyens, du coup, pour se relier autrement. Les recommandations que nous avons formulées à la direction ont été de modifier finalement son attitude relationnelle vis-à-vis des représentants du personnel et des salariés également, et donc pour calibrer une communication efficace. Il s'agissait donc de calibrer une communication efficace. Alors, comment? Eh bien, premièrement, en faisant des remerciements. Donc, remercier les élus, d'exprimer les préoccupations des salariés, afin que la direction puisse mieux jouer son rôle et recueillir les doléances sans y opposer de critiques et évidemment sans les avaliser non plus. Par ailleurs, on a recommandé à la direction de faire aussi des pare-chocs, c'est-à-dire, ça c'est une technique de communication qui consiste à refléter les difficultés que représente un déménagement puisqu'il modifie des habitudes, tant sur les aspects formels relatifs au travail notamment, que sur les aspects informels, notamment les aspects plus personnels. Par ailleurs, de se préoccuper de la proximité malgré la distance, de la proximité relationnelle. Et pour cela, anticiper, voire aménager des moyens formels tels que des outils de visioconférence, comme nous pouvons l'utiliser là à présent, et des événements informels, c'est-à-dire des pots et autres activités qui permettent de recréer une proximité tout en étant finalement à distance.
Alors, ce cas, en fait, nous expose à un point important qui s'appelle la résistance au changement. Face à une situation de changement, quelle qu'elle soit, eh bien, on a une attitude par rapport à ce changement. C'est-à-dire qu'on a, on pourrait dire, une attitude a priori. C'est est-ce que je veux ou est-ce que je ne veux pas ce changement, hein, donc ce qui relève de la volonté. Et puis, est-ce que je peux faire face à ce changement? Est-ce que je me sens capable d'y faire face? Ou est-ce que je ne me sens pas capable? Et vous voyez que là, on est dans les capacités. Et si on croise, comme on peut le voir dans cette matrice, ces quatre aspects, alors on en revient à établir une typologie de résistance au changement, avec première typologie, le profil collaborant, c'est-à-dire que je souhaite le changement, je le veux, je suis motivée, je m'y engage et j'ai la capacité de m'y engager. C'est rare en fait de rencontrer ce profil, même, vous voyez, c'est un profil de résistance au changement, même si on se présente motivé et capable. C'est un profil finalement qui est très rare. Un profil qui est beaucoup moins rare et qui est celui que nous rencontrons aujourd'hui est le profil opposant. Alors le profil opposant, il ne veut pas, peut-être qu'il peut, vous voyez, il s'oppose. Et donc, le profil opposant, il dit non. Pourquoi? Ben parce que c'est non. Alors, on verra ultérieurement, parce que justement, on va décliner un peu plus ce profil-là que je pense vous devez quand même rencontrer assez régulièrement, même dans des situations beaucoup moins liées d'ailleurs à des situations de changement organisationnel. Hein. On en rencontre beaucoup des opposants. Et puis, nous avons un profil qui est le profil qu'on pourrait qualifier d'empêché. Donc, il souhaite le changement, mais en fait, il a un problème de capacité. Donc, il est bloqué par des incapacités. Alors là, avec celui-là, il est question de savoir comment on va pouvoir l'aider à débloquer les incapacités et savoir d'ailleurs à quel niveau ces incapacités sont. Quelquefois, les incapacités peuvent être techniques. Hein, je veux le changement, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Elles peuvent être plus liées à la communication. Donc, je sais comment m'y prendre, mais je ne sais pas comment communiquer. Et bien souvent, en fait, elles sont adaptées, associées à un autre type d'incapacité. Je sais comment m'y prendre, je sais comment communiquer, mais en fait, j'ai un trouble anxieux, c'est-à-dire je n'ose pas persévérer dans le temps, dans le processus du changement, ou j'ai peur des effets collatéraux du changement. Et donc là, on a une problématique émotionnelle qu'il faudra gérer d'une manière particulière. Et enfin, le dernier profil de résistance au changement, c'est ce qu'on appelle un profil rigide. C'est au-delà de je ne veux pas d'ailleurs et de je ne peux pas. Le profil rigide, il est dans l'incapacité finalement à remettre l'existant. Sa communication, ce serait plutôt de dire moi, ce changement, je trouve qu'il ne doit pas avoir lieu parce que vous avez tort de penser qu'il va nous permettre d'améliorer les choses. Et vraiment, cette opposition va être typique, vous voyez, des personnes qui ont des habitudes, qui ont des certitudes et qui ne voient pas pourquoi il faudrait finalement modifier ces certitudes et donc ils vont rejeter ces certitudes. Donc là encore, il est important d'y faire attention parce qu'ils vont être au mieux indifférents au discours de changement. Et au pire, si on ne sait pas faire avec cette vérité dans laquelle ils baignent, ils peuvent monter en crise. Alors, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est vraiment le côté opposant et puis souvent le côté empêché avec des craintes souvent qui sont très présentes. Alors, pour développer, dans notre cas, si on regarde le conflit entre la direction et les élus, on est dans une opposition et une opposition qui devient finalement très séculaire entre les élus et la direction.
Donc, il rejette le profil opposant, a priori l'idée d'être impliqué dans un objectif à atteindre, et puis évidemment, il refuse la collaboration. Sa communication, c'est vraiment non, parce que c'est non. C'est vraiment vous voyez le profil empêché dont j'ai parlé juste avant, il dirait oui, mais non. Là, c'est non parce que c'est non. Donc, quel stratagème adopter avec un tel profil? Si on se réfère au stratagème chinois, consisterait à faire monter l'ennemi au grenier pour retirer l'échelle ensuite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il s'agit dans ce cas-là de calibrer une communication paradoxale, c'est-à-dire de faire de l'opposition un levier. Ces profils-là, finalement, sont très prévisibles et ils sont d'autant plus prévisibles qu'ils se répètent selon la même logique. Donc, plutôt que de vouloir les convaincre, il s'agit au contraire de se servir de cette force-là pour la retourner. Donc, pour ça, on a des techniques du pare-choc. Donc, quand on doit faire une annonce, on va révéler à son interlocuteur la réaction qu'il va avoir, puisqu'on la connaît finalement. Donc, on va lui révéler qu'il va être très contrarié, qu'il va trouver certainement que ce qu'on va proposer est risqué, par exemple. Et vous voyez, avant même qu'il ne puisse exprimer son opposition, ce qui aura pour effet de faire baisser l'intensité qui est souvent neutralisante de l'opposant. Par ailleurs, on peut prescrire l'opposition, c'est-à-dire calibrer autrement sa façon de réagir à l'événement. Donc de dire que, vous voyez, les personnes qui voient plutôt le verre à moitié vide, en fait, ils sont aussi précieux, ces gens-là, parce qu'ils sont moins enthousiastes, ils ont la capacité de voir ce qui ne va pas bien, et donc on va solliciter cette capacité-là et on va encourager les critiques, encourager l'expression des critiques, ce qui ne veut pas dire que pour autant on va valider et acquiescer. Mais on va prescrire, vous voyez, en quelque sorte le symptôme finalement pénible avec lequel il est pénible de composer. Dans tous les cas de figure, avec un profil opposant, il s'agit d'éviter de vouloir le convaincre. Parce que la conviction, donc on pourrait dire les leviers de notre communication rationnelle, ne viendront absolument pas neutraliser finalement une réaction qui est de plus en plus spontanée et qui est beaucoup plus d'ordre émotionnel, puisque pourquoi s'oppose-t-il? Parce que c'est non. Pourquoi? Parce que c'est non. Donc, il n'y a pas une raison rationnelle à ce non-là. Alors, si on regarde maintenant les dimensions du changement et pourquoi le changement nous expose finalement à des réactions assez complexes et à des phénomènes de résistance au changement, c'est parce que vous voyez, déjà, il s'agit d'agir différemment dans une situation spécifique, atteindre un objectif et ça se traduit en comportement. Donc, il y a les aspects de l'action. Il y a par ailleurs l'émotion, c'est-à-dire qu'il s'agit de ressentir différemment cette situation, d'anxieuse, qu'elle devienne pas forcément agréable, mais vous voyez qu'on puisse composer avec. Que dans le temps, il y ait la dimension, on pourrait dire, interactionnelle, sociale, c'est-à-dire qu'on puisse partager ensemble autrement la situation. Dans le cas qui nous intéresse, c'est que par exemple, on puisse ensemble se dire qu'en ayant déménagé, par exemple, ça nous permet de effectivement mieux travailler sur notre activité commerciale, mais aussi qu'ensemble, on puisse se dire qu'on est tout à fait en capacité de maintenir des relations avec nos collègues, avec nos clients internes, avec tout autre interlocuteur de la société. Et puis, en dernier, bizarrement, je vais citer la quatrième dimension qui est la dimension cognitive, c'est-à-dire de pouvoir
penser différemment cette situation. Donc un changement nous expose à atteindre un nouveau contexte, et dans ce nouveau contexte, c'est comment je peux intégrer des contraintes et comment de ces contraintes je vais pouvoir en faire des ressources, je vais pas les transformer pour finalement, en changeant d'époque, me sentir à l'aise dans cette nouvelle époque. Et c'est la question du sens. Et vous voyez ça, c'est important parce qu'avec un profil opposant, par exemple, ou un profil rigide, si on agite les leviers rationnels, c'est-à-dire les leviers de la conviction, de la rationalité, alors en fait on va exacerber, on risque d'aller dans des situations de crise où les conflits vont s'exacerber, voire se rigidifier, car par exemple Mark Twain disait cette formule que je trouve très pertinente, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et vous voyez, avec certains profils comme les rigides, ce serait plutôt un type de changement, on pourrait dire par étapes, par petits pas qu'il faudrait mettre en œuvre. Donc tout ça pour conclure sur la résistance, que la résistance est plus ou moins exacerbée en fonction de la manière dont la communication va être calibrée. Et la résistance n'est pas une qualité de l'individu, attention, bien souvent c'est ce qu'on finit par conclure, mais la qualité d'une relation particulière entre l'individu et son environnement.